Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Luc Berthold. Bonjour Luc. Bonjour. Ça va bien? Ça va, en pleine forme. Excellent, merci. Tour d'horizon habituel, je dirais, on te reçoit assez régulièrement, là, au moins une fois par saison pour faire le tour d'un peu ce qui se passe dans le comté au point de vue fédéral. Donc, merci de ta présence. Horaire généralement chargé, donc on apprécie grandement de t'être déplacé. Bien, merci beaucoup de permettre aux gens de venir s'exprimer comme ça. C'est le fun, l'échange qu'on a, puis les contacts avec les citoyens, puis les sujets, puis les personnalités que vous faites connaître. C'est toujours intéressant, puis ça me fait toujours plaisir d'être là. C'est notre objectif de faire connaître le plus de gens possible. Vous feriez bon en politique, vous allez venir de plugger le titre de votre émission, c'est bon? C'est bon. Dans le fond, j'irai tout de suite avec tes nouvelles fonctions, Luc, oui. Leader adjoint. C'est quand même un beau défi pour toi. Première fois que tu vas avoir ce rôle-là en chambre, oui. comme député. Puis là, c'est drôle parce que les gens sont un peu mêlés parce qu'avant, j'étais chef adjoint du parti en chambre. Puis là, oui. Je suis leader adjoint. Bon, le monde, il dit, c'est-tu le même job? Pas tout à fait. Il y a le chef. C'est Pierre Poilievre qui a été élu par les membres au début de septembre et a des chefs adjoints pour l'aider dans sa tâche. Et on a aussi ce qu'on appelle un leader en chambre, qui est maintenant Andrew Scheer, qui est dans l'ancien chef du parti. C'est pour ça que je dis que c'est un peu mêlant. Puis Andrew Scheer, le leader en chambre, le leader, c'est lui qui s'occupe de toute la gestion des travaux en chambre, des comités, des stratégies parlementaires pour l'opposition officielle. Et moi, je suis l'adjoint à Andrew Scheer, le leader adjoint. Ouais. Donc, c'est moi avec lui qui devons superviser l'ensemble des travaux. Je travaille un job extraordinaire. Je travaille à la préparation de la période de questions à tous les jours. Donc, je rencontre les députés, on regarde l'actualité, on regarde quelles questions on va poser au gouvernement à chaque jour. Donc, c'est... Ça va être stimulant et exigeant en même temps, donc pour se tenir au courant puis de savoir dans quel ordre... Puis comment attaquer les questions? Bien, c'est exactement. Il faut être au courant d'à peu près toute l'actualité qui se passe au Canada, pas juste au Québec, au Canada. Donc, les journaux dans les 2 langues officielles, le matin, très tôt, je dois jeter un coup d'œil à tout ça. J'avoue qu'il y a des questions qu'on a préparées la veille aussi, parce que ce n'est pas des choses qui se préparent. Puis, il y a une question que je me fais poser souvent, je vais répondre officiellement aussi aujourd'hui. Non, le gouvernement ne reçoit pas les questions de l'opposition d'avance. OK, parfait. Il y a des gens qui disent « Hey, Luc, on dirait qu'ils écrivent, puis ils répondent tout le temps en lisant leurs notes, puis tout ça. » Est-ce qu'ils ont les questions? Non, non, ils n'ont pas les questions. Mais ils sont obligés de préparer, le gouvernement, des réponses à chacune des questions potentielles qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des notes. Eux autres, le matin, exactement. Nous autres, on essaie de trouver des questions qu'eux ne pourront pas répondre. Puis eux essaient de trouver des questions que nous autres, on va poser pour avoir des réponses toutes prêtes. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, l'ajout de la période de questions. Puis mon rôle, c'est d'essayer d'aider mon équipe à trouver ces questions-là, d'aider mes collègues aussi à trouver des questions, à peaufiner les questions avant la période de questions. Aussi, tous les travaux parlementaires, chacun des projets de loi qui sont déposés par le gouvernement, des projets de loi privés, des motions, ça passe tout dans le filtre de l'opposition. On doit prendre position. Est-ce qu'on va appuyer tel ou tel projet de loi? Est-ce que nos collègues sont d'accord? Est-ce que le critique, nous on appelle le ministre du cabinet fantôme, mais quelle est sa recommandation sur ce projet-là? Bien, tout ça passe entre mes mains comme leader parlementaire adjoint. Ce qui fait, ce qui est vraiment extraordinaire parce que je sais vraiment d'avance tout ce qui va se passer en chambre. J'adore ça. C'est un très, très beau défi. Oui, et ça doit être super... En termes d'implication, ça doit être très gratifiant de pouvoir faire ça. Et pour toi, mais aussi pour le service aux citoyens. Bien, pour tout, parce que je suis au courant d'avance d'à peu près tous les dossiers qui peuvent arriver. Ça me force à me questionner et à me poser des questions sur chacun des projets de loi que le gouvernement va déposer. Ça me permet aussi de savoir les failles de chacun des projets de loi. Des fois, on a des dossiers à traiter
des citoyens qui viennent nous dire Luc, je ne suis pas capable de régler tel dossier, il faudrait que le gouvernement change des choses parce qu'on le sait déjà. Bien, on peut voir si le gouvernement a changé des choses. Quand on a le projet de loi en avant de nous, on peut identifier je me souviens que mon citoyen de Garde Bay Gardez-Beaulac m'avait dit Luc, il faudrait absolument qu'on aille dans cette direction-là. Bien, je peux proposer des amendements au projet de loi. Effectivement, à moyen terme, ça a des bonnes. C'est plaisant d'avoir cette fonction-là oui, pour les gens d'ici. Puis, si tu veux, j'entrerai dans nos dossiers un petit peu plus local. Le dossier d'immigration qui est, oui, ici, oui, au national, là, qui est vraiment apporté, mais qui est toujours un enjeu actuel. Au point de vue fédéral, on parle de traitement de demande, puis des gens qui rentrent. Oui, bien, tout ça découle principalement de notre problème de pénurie de main-d'œuvre. Tout le monde le sait, là, on se promène partout, puis on se rend compte qu'il y a de moins en moins de main-d'œuvre disponible pour tous les travaux, que ce soit dans les restaurants pour le service à la clientèle, que ce soit dans les magasins de services, que ce soit dans les entreprises manufacturières. Il manque de monde partout. Une des solutions que les entrepreneurs favorisent, c'est de faire venir des travailleurs étrangers et leurs familles. Leur famille, pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que les gens s'intègrent bien dans notre milieu puis qu'ils restent ici longtemps. Malheureusement, les délais de traitement sont encore très, très longs. Il y a encore beaucoup de fonctionnaires fédéraux qui travaillent à partir de leur maison, qui ne sont pas encore réintégrés dans leur bureau. Puis on se rend compte que malheureusement, même si on voudrait que ce soit aussi productif que ça l'était, qu'avant, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, des fois, une discussion de corridor, tu es capable de régler des dossiers, mais là, il n'y a pas de discussion de corridor quand ton corridor, c'est ta salle de bain. Puis qu'il n'y a pas d'autres employés que toi qui travaillent dans ta maison. Donc ça, c'est des lacunes qu'on voit de plus en plus. Il faut absolument trouver une façon d'accélérer. Je sais que le gouvernement travaille parce qu'il y a beaucoup de pression de la part de l'opposition officielle, puis des citoyens et des entreprises pour qu'on puisse améliorer la situation. Puis nous, on continue de le faire, mais localement, ici, on a des cas encore à tous les jours de citoyens qui ont des difficultés avec l'immigration, que ce soit pour leur demande de résidence permanente, que ce soit parce qu'ils attendent des documents qui ne viennent pas. Et ça, bien, en bout de piste, c'est des entreprises, c'est des commerces, c'est des familles qui ne sont pas réunies, qui subissent les contre-coups de ça. Puis l'autre chose que je pense qu'il est important de dire quand on parle d'immigration, on a tendance à dire souvent, bien, on fait venir des travailleurs. J'aime mieux qu'on dise, puis je pense qu'il faut changer notre façon de voir les choses. Ce n'est pas des travailleurs qu'on fait venir, c'est des gens. C'est des gens qui veulent s'intégrer, qui veulent participer. Ce n'est pas uniquement des numéros qu'on fait venir, des gens pour remplir une case vide d'un employé manquant. Puis quand on va comprendre ça, la région qui va comprendre ça d'abord et avant tout, je pense qu'on va se placer en meilleure position que beaucoup d'autres régions au pays pour être capable de garder puis devenir une destination de choix pour l'immigration. Et ça prend la collaboration de tout le monde pour réussir à faire ça. Parce qu'on en parle souvent de l'attractivité des régions pour les personnes immigrantes, que c'est un enjeu. Tout à fait. Puis pas juste la MRC des Appalaches. Ça, je pense qu'il y a plusieurs régions qui, je pense, les grands centres sont plus attractifs, je pense, pour cette main-d'œuvre-là. Je pense qu'on a un défi aussi régionalement. Puis ça prend des gens, la collaboration de tout le monde. J'ai donné l'exemple, j'en ai parlé, j'ai eu l'occasion d'aller faire une petite visite au dépanneur chez Marianne, au centre-ville de Thetford, où j'ai fait un petit vidéo avec le propriétaire qui a fait par exprès d'aménager, il fait venir de l'importation des produits. Il va chercher à Montréal des produits expressément pour toute la clientèle des gens qui viennent de l'Amérique du Sud. Donc, il y a des produits qui peuvent se reconnaître, tout ça. Puis, effectivement, ça développe une clientèle, mais ça démontre qu'ils sont importants pour nous. Puis plus qu'on va multiplier ce genre d'efforts-là, de gestes-là, mais plus les gens vont se dire du bouche-à-oreille, parce qu'il y en a beaucoup. Il ne faut pas penser que parce qu'ils viennent à Thetford, ils ne parlent pas aux autres qui sont leurs cousins, qui sont peut-être dans une autre municipalité. Donc, il faut multiplier ces gestes-là. On a un rôle à faire localement. Puis, en tout cas, j'espère que je vais être capable, c'est un de mes objectifs là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, de collaborer à rendre notre milieu de vie plus attrayant et surtout plus reconnaissant de la part de ces personnes-là. Puis, est-ce que, tu sais, on parle beaucoup de seuil d'immigration, qu'il faudrait les hausser, mais est-ce que, techniquement parlant, on n'est pas capable de les traiter de toute façon, même si on oserait, puis est-ce qu'on a aussi beaucoup de demandes pour venir travailler au Canada / Québec,
puis en région aussi par après? Dans le monde, le Canada, puis j'ai eu l'occasion de parler récemment avec l'ambassadeur de France, un nouvel ambassadeur. Le Canada est très bien vu. Le Canada n'est pas un pays colonisateur. Autrement dit, on n'a pas de vieux passé d'avoir colonisé des colonies un peu partout dans le monde. On n'a pas une réputation d'oppresseur ni rien. On est encore, malgré qu'on a un certain âge, un jeune pays qui n'a pas ces vieilles traces du passé-là avec lui. Donc, partout dans le monde, les gens veulent venir au Canada. On le voit avec, c'est malheureux que ça se passe comme ça, mais on le voit avec l'afflux de réfugiés au chemin Roxham. Oui. C'est malheureux qu'on ne soit pas capable d'endiguer cette brèche-là, parce qu'il y a des gens qui attendent des années avant de pouvoir passer légalement, puis ils voient des gens passer illégalement en avant d'eux. Bon, j'avoue que c'est pas le meilleur des mondes. Mais ça démontre à quel point il y a des gens qui sont désespérés de vivre où ils vivent actuellement, qui veulent venir vivre au Canada, puis ça, il y a une raison. Donc oui, on est capable, mais encore une fois, il ne faut pas voir ces gens-là comme des numéros qui vont venir remplir des cases vides ici au Canada. C'est des gens, c'est des familles, ils doivent faire leur place, on doit leur faire une place, puis ça prend le temps que ça faut pour qu'ils s'intègrent, mais en même temps, on ne peut pas demander à des gens, exemple, qui sont passés illégalement par le chemin Roxham, de rester ici pendant 4 ans, prendre 4 ans à étudier leur dossier, puis au bout de 4 ans, leur dire, une fois qu'ils sont implantés et qu'ils travaillent quelque part, non, malheureusement, vous n'étiez pas admissible, on vous retourne chez vous. Il y a un côté humain là-dedans qui est complètement laissé de côté, puis je pense que le gouvernement encore a beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis ça nous touche localement parce que j'ai de ces familles-là qui sont entrées par le chemin Roxham, qui se sont établis dans des entreprises ici, qui ont commencé à faire leur vie, qui voulaient faire venir leur famille, puis qui apprennent du jour au lendemain qu'ils reçoivent un appel d'Immigration Canada en leur disant votre demande a été rejetée, vous devez retourner dans votre pays. Et ça doit être terriblement difficile pour ces familles-là. Je pense qu'ils méritent, ces gens-là, d'avoir une réponse rapide. Ils doivent savoir immédiatement, votre demande ne sera jamais acceptée si vous procédez comme ça, mais si vous retournez dans votre pays, vous procédez d'une autre façon, on va vous traiter, on va accepter votre demande. Et voici le délai pour lequel Et voilà, exactement. Puis ça, malheureusement, en ce moment, ça fait juste le jeu des passeurs illégaux qui se mettent des milliers de dollars dans les poches en jouant de la crédibilité sur la crédulité des gens qui payent ces montants-là, qui pensent qu'une fois qu'ils vont avoir franchi la frontière, ils vont pouvoir vivre leur vie ici, mais ils apprennent 4 ans plus tard qu'ils devront retourner dans leur pays. C'est inhumain. Parce que ça prend 4 ans, un dossier d'immigration de quelqu'un qui est passé illégalement. On n'a pas les délais, mais ce qu'on entend, c'est que c'est 4 ans, 5 ans avant que que le citoyen ait fait ses demandes, il a été auditionné, il y a un temps d'appel qui est fait, il peut faire des recours, bref, tout ça peut prendre jusqu'à 4 ans. Et 4 ans plus tard, d'apprendre qu'il faut que tu retournes chez vous, pas aux États-Unis d'où tu arrives, mais dans ton pays où que tu as fui en passant par les États-Unis, pour toutes sortes de motifs. Je pense que ça illustre un peu le problème qu'on a en ce moment avec l'immigration. Et beaucoup de départements, beaucoup de ministères actuellement au gouvernement fédéral. Puis ce problème-là amène aussi la problématique qu'on avait déjà, qui était une pénurie de main-d'œuvre qu'on voit beaucoup au Québec. Pénurie qui ne devrait pas s'achever dans la prochaine année. Là. On parle d'au moins d'ici 2030. C'est pas plus que ça. On a la pénurie de main-d'œuvre qui est là, avec un risque de récession. Donc, est-ce que c'est la récession qui va régler le problème de pénurie de main-d'œuvre? On ne souhaite pas ça. Non, on ne souhaite pas ça. C'est pas une option. La pénurie de main-d'œuvre, il faut continuer même malgré la situation économique au pays, il faut continuer d'en parler, il faut continuer de se préoccuper. Les entreprises doivent faire des virages technologiques, des virages au niveau de la productivité. On n'a pas le choix parce que c'est clair que du jour au lendemain, on n'est pas capable de combler tous les postes qui sont vacants. Ça me fait penser l'anecdote que je suis allé au magasin Walmart récemment, puis j'ai été poussé, pas poussé, là, j'exagère un peu, mais c'est une machine qui passe le balai maintenant. Un robot, machine, qui se promène tout seul, sans personne qui le conduit ni rien, qui passe le balai puis qui nettoie les planchers en pleine heure d'ouverture. Donc, la technologie est rendue là. Quand même impressionnant. C'est impressionnant la première fois qu'on le rencontre. Vous savez, comme politicien, j'ai essayé de me présenter, ça n'a pas marché. Mais il ne vote pas, fait que je suis correct. Mais non, sincèrement, il faut qu'on se penche mais qu'on regarde toutes les alternatives devant nous. L'immigration en est seulement une
C'est pas la solution à tous les maux actuellement, mais n'empêche qu'il faut essayer de mettre un peu d'huile partout où ça grince actuellement, parce qu'en bout de piste, c'est la productivité de nos entreprises, c'est nos régions qui en souffrent, puis nos régions, bien, encore un peu pire, parce qu'on est loin, on a moins de services, comme je mentionnais tantôt, des épiceries spécialisées, puis tout ça. On a moins de tout à offrir aux immigrants, donc il faut se tourner vers toute la productivité, l'automatisation, l'innovation, comment est-ce qu'on peut faire pour permettre à nos entreprises de continuer. Mais ça va devenir aussi un enjeu par rapport à ça. Là, Tout à fait. Dans le futur, mais pour juste l'établissement de nouvelles entreprises puis diversifier notre économie régionale, là, ça va être... Moi, je me souviens, quand j'étais journaliste dans les années 90, on était encore à chercher la grosse entreprise qu'on voulait attirer chez nous pour créer des centaines d'emplois. Pour pallier le poste-amiante, là? Oui, puis bon, il y avait beaucoup de chômage. Le chômage était plus élevé à l'époque, puis on cherchait des emplois, puis les objectifs, c'était on va trouver une grosse entreprise qui va venir créer 500 emplois chez nous, puis ça va être le remède à tous les maux. Aujourd'hui, si on fait une annonce comme celle-là dans notre coin, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir 50 chefs d'entreprise qui vont venir nous voir, qui vont nous taper dessus en nous disant « Écoutez, là, où c'est que vous allez les prendre, les 500 employés? Ils vont venir chez nous, ils vont venir prendre mes employés. » Donc, on en est là actuellement. Donc, le développement des entreprises est freiné, le développement de l'économie est freiné, alors qu'on sait qu'on a un potentiel extraordinaire ici. On l'a développé au cours des dernières années en diversifiant notre économie. Mais maintenant, on fait face à un mur qui, comme vous l'avez dit, qui semble être là encore pour plusieurs années, malheureusement. Ça va être à suivre là, pour ce dossier-là. Un autre dossier qui est toujours en continu, mais haut grandement important, on parle toujours de la réutilisation des résidus miniers. Est-ce que le BAP qu'on a eu dans les dernières années, je ne t'ai jamais posé la question, est-ce que ça va venir aider un peu les démarches au fédéral? Parce qu'on sait qu'il y a une conscientisation par rapport à ça au point de vue fédéral, mais des fois, bon, on dirait que le fédéral attend de savoir si le provincial bouge, puis et vice-versa. Est-ce que le fait que le BAP est là peut aider les démarches? Je pense que le BAP est venu surtout aider le gouvernement du Québec à prendre position par rapport à l'avenir de l'amiante, du traitement des résidus miniers, des travaux en présence d'amiante, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient par rapport à l'amiante. Puis ce BAP-là est venu répondre à beaucoup de questions qui sont principalement de juridiction provinciale. Mais à partir de là, le BAP a quand même fait des recommandations sur certains dossiers, dont l'Observatoire, l'Institut de l'amiante, des choses comme ça. Particulièrement l'Observatoire, je devrais dire, parce que l'Institut, c'est quelque chose du passé. C'était quelque chose pour promouvoir l'utilisation de l'amiante dans le monde. Ça n'existe pas, mais l'Observatoire. Et ça, je pense que le gouvernement fédéral va avoir un rôle à jouer dans ça, évidemment. Quand le gouvernement du Québec aura pris ses décisions, aura mis en place les différentes organisations puis les différents programmes, bien, ce sera à voir quel peut être le rôle que va jouer le gouvernement fédéral dans ça. Est-ce que ce sera sur une base de projet? Est-ce que ce sera sur une base d'initiatives économiques, d'initiatives de diversification par rapport aux résidus, de reconversion des anciens bâtiments miniers? Il y a encore beaucoup à faire. Même si le fédéral a déjà donné 50 millions pour la diversification, on a vu que notre région avait été capable de l'utiliser correctement, cet argent-là. Je pense qu'on pourrait demander au gouvernement fédéral de nous faire confiance maintenant pour reconvertir tous ces sites miniers-là en quelque chose de positif pour l'ensemble d'une région, après qu'on ait fourni autant d'argent au gouvernement pendant tant d'années. Oui, puis il y a plein de projets qui pourraient découler de ça, là, assurément. Là. Tout à fait. Puis je pense que c'est pour ça que le gouvernement fédéral doit absolument être présent, garder les yeux ouverts avec DEC Canada. Mais encore une fois, il faut que la machine démarre. Et là, en ce moment, la machine est entre les mains du gouvernement du Québec. Puis, à chaque fois que des gens nous appellent à mon bureau, on fait notre possible pour les accompagner pour qu'on puisse obtenir du financement du gouvernement fédéral. Mais je rappelle une demande qu'on avait faite, une demande que je réitère régulièrement, c'est que le gouvernement fédéral renfloue le fonds de 50 millions pour permettre notamment à l'incubateur, au fonds de diversification économique, de continuer d'avoir des sommes pour que cette relance qu'on a créée se poursuive puis qu'on puisse continuer en ayant maintenant en priorité la reconversion des sites miniers puis des anciens bâtiments. Oui, ce qui serait souhaitable, évidemment. Là, surtout, en plus, on parlait tantôt des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Tout se recoupe finalement là, pour essayer de développer notre région. Tout à fait. Puis
l'image que j'utilise encore à toutes les fois, c'est quand on arrive à Black Lake, quand on arrive de Coleraine, quand on voit l'image de la partie de Black Lake qui est littéralement une ville dans une mine, ben, ça démontre à quel point le développement qui a été fait à l'époque ne tenait pas compte des citoyens, mais il faut maintenant s'occuper de tout ce terrain-là qui nous entoure, là, qui est riche en potentiel en matière de résidus miniers, mais qui est aussi rempli de choses qu'on doit corriger, des bâtiments industriels inutilisés, comment est-ce qu'on peut faire pour en favoriser l'exploitation, ou encore tout simplement redonner un peu de cet espace-là aux citoyens et à la nature. Oui, exact. J'enchaînerai avec un autre sujet. Le redécoupage de la carte électorale, c'est un processus qui est, je dirais, d'une manière administrative, là, fait régulièrement. Là, puis, présentement, on est en train d'évaluer les grandeurs des comtés. Ça touchera un peu Mégantic-l'Érable, possiblement? Oui, à tous les 10 ans, Élections Canada confie le mandat à la Commission de la représentation électorale de rééquilibrer les comtés, le nombre de citoyens par comté. C'est quand on rééquilibre, on ne prend pas des citoyens et on les déplace. Là. C'est plutôt les limites des circonscriptions qui sont déplacées. La proposition qui est sur la table pour Mégantic-l'Érable actuellement, c'est d'ajouter à Mégantic-l'Érable 3 municipalités du centre du Québec, de la MRC d'Arthabasca et 7 municipalités de la MRC de Lotbinière, pour faire en sorte que le nombre de citoyens qu'on a dans Mégantic-l'Érable soit dans la norme des comtés qu'on retrouve un peu partout ailleurs au Canada, là, dans la moyenne. On n'a pas le choix parce la population ne grimpe pas. Il n'y a pas plus de monde dans la MRC, malheureusement, ni ici, ni dans la MRC du Granit. Un peu de croissance dans la MRC de l'Érable, mais jamais au rythme qu'on espère pour avoir le nombre de citoyens. Ce qui veut dire que les grands centres, on va dire Québec, Lévis, Montréal, mais aussi Calgary, Vancouver, eux ont plus de croissance, ce qui fait qu'ils réduisent un peu les tailles des circonscriptions au détriment de nous en région qui agrandissent. C'est-tu un peu ça la... Ils doivent diminuer le nombre de citoyens par circonscription dans les grands centres. Donc, ils doivent revoir les limites pour effectivement réduire les limites territoriales pour avoir moins de monde. Puis nous, comme conséquence, c'est pour avoir du monde, il faut qu'on aille chercher les municipalités proches. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir que chaque vote au Canada ait sensiblement le même poids lors d'une élection, plus ou moins 20 ou 25 % selon les normes d'Élections Canada. Ce qui signifie qu'il y a des comtés. Il y a un comté au Québec qui disparaît, c'est le comté de Matane-Matapédia. La commission a proposé d'abolir ce comté-là, de joindre ce comté-là à la Gaspésie. Et il y a un comté qui est ajouté dans le secteur de Mirabel, où il y a une croissance de la population qui est immense. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plus de comtés là-bas, moins dans les régions du Québec. C'est un problème. Malheureusement, la Commission de représentation électorale n'a pas le mandat, elle, de décider, pauvre député, il va travailler plus fort, faut tenir compte du fait qu'il y a un immense comté pour faire son travail. Non, son mandat, c'est de faire en sorte que chaque vote soit l'équivalent à peu près. C'est une règle mathématique. C'est à peu près ça, avec un petit peu de jeu, mais c'est pas beaucoup de jeu. Ça doit être une décision politique de reconnaître que dans les régions, on ne peut pas atteindre le même niveau. Donc, pour l'instant, pour cette opération-là, il y a eu des mémoires, il y a des gens qui ont fait des représentations, il y a eu des changements dans Lotbinière, la MRC a fait des recommandations, le député Jacques Gourde a fait des recommandations à la commission. Les 3 municipalités de la MRC d'Arthabasca ont signifié à la commission qu'ils ne souhaitaient pas joindre Mégantic-l'Érable pour toutes les raisons d'attachement envers leur MRC. Bref, il y a beaucoup de mouvements. Ce n'est pas la carte définitive encore. Moi, pour l'instant, j'observe parce que les députés, on aura l'occasion de réagir un peu plus tard dans le processus quand il va y avoir la nouvelle proposition de carte électorale. J'attends. La bonne nouvelle, c'est que Mégantic-l'Érable est encore sur la table. On peut demander de modifier les noms pour ajouter, exemple, la MRC des Appalaches dans le nom du comté. On pourrait demander d'ajouter le nom de la MRC de Lotbinière dans le nom du comté, ce qui ferait un grand nom, mais qui serait représentatif de qui on est. C'est toutes des propositions qui sont sur la table actuellement.
Excellent. Bien, ça va être à suivre là, dans les prochains mois par rapport à ça. Il nous reste quelques minutes, en fait 2 minutes à notre entretien. Tu en as parlé un peu tout au long de ton entrevue que tu étais toujours présent pour nos gens de comté, nos entreprises. C'est toujours le cas, puis c'est toujours agréable de le rementionner que les gens, s'ils ont une problématique qu'ils vivent par rapport à des dossiers que tu peux les aider au point de vue fédéral, tu es toujours présent. Là. Moi et mon équipe, avec Isabelle, Jessica, Hélène, dans le comté, je pense que notre priorité, c'est de répondre aux citoyens. C'est pas de faire de la politique pendant le mandat. On fait de la politique pendant les élections, mais là, en ce moment, le rôle, c'est de répondre aux citoyens, que ce soit pour n'importe quel enjeu de passeport, d'immigration, l'Agence de revenus du Canada, prestations de retraite. L'équipe est là pour répondre aux questions. Puis si vous ne savez pas si c'est fédéral, bien, les gens peuvent appeler quand même. On va vous le dire. Écoutez, non, ça relève de tel endroit, de tel endroit. On ne ferme pas la porte à personne. Bien, Luc, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, moi aussi. Merci. Excellent. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.